En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vous Stéphane Ravier, vous êtes sénateur reconquête de la circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 10 ans et conseiller municipal de Marseille depuis 2014. Merci d'être avec nous ce matin. Ah, alors je crois que vous n'avez pas branché votre micro, je vous vois bouger les lèvres mais... La caméra aussi bouge pas. Moi, je vous vois Ah, carrément ça y est, on vous entend. Coucou, vous allez bien? Bonjour, très bien, et vous? Écoutez, ça va pas trop mal. Une petite rectification, je ne suis plus sénateur reconquête. Je suis Oui, effectivement. sénateur, je suis pas fâché avec reconquête, mais je n'appartiens plus à cette écurie. Voilà. Merci pour la précision. Alors Stéphane Ravier, on va commencer par le titre presque de cette émission. On a parlé de nomination, la nomination qu'on attend toujours. On est suspendu aux lèvres d'Emmanuel Macron. On a eu cette loi spéciale qui est apparue hier. On a toutes ces consultations politiques qui se déroulent. Et en même temps, on nous explique que sans gouvernement, la vie politique française est un peu à l'arrêt. Alors vous, en tant que sénateur, justement, comment est-ce que vous vous situez dans ce paradoxe qui doit être assez compliqué finalement? Oui, la vie politique est à l'arrêt, la vie des Français ne l'est pas. Les Français se lèvent pour aller au travail, enfin pour ceux qui ont un travail. J'étais en visite de quartier hier matin, je le serai dans 1 heure. Je vois des commerçants qui commercent, des Marseillais qui font leurs courses et qui n'ont pas l'air tout à fait traumatisés de ce qui se passe. C'est pas encore la grande inquiétude. Ne sentent pas la catastrophe promise par les adeptes dans le camp d'Emmanuel Macron. Mais bon, c'est vrai que désormais, nous sommes mercredi. Il faudrait quand même que le président se bouge un peu, parce que là, il nous avait promis une nomination assez rapide, et ça commence à faire long. Oui, alors là, on a passé 2 mois sans gouvernement, on s'en est remis. Bon, là, il faut quand même faire preuve d'un peu plus de sérieux, tant sur la forme que sur le fond. Il y a quand même des décisions qui doivent être prises. Oui, et puis des délais respectés, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron repousse toujours en permanence l'échéance. Donc c'est vrai qu'on a presque l'habitude maintenant, quand il annonce un certain délai, en l'occurrence là, ça devrait arriver sous 48 heures. Tout le monde sait qu'on n'est pas à l'abri d'une reconduction à nouveau. Vous disiez que vous étiez en visite de quartier, vous avez pu échanger avec les habitants, on imagine. Comment est-ce qu'ils perçoivent la situation? Vous nous avez dit qu'ils n'étaient pas très inquiets, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qu'ils attendent, ou bien est-ce qu'ils se sentent une fois de plus complètement déconnectés de la vie politique française? Non, encore une fois, la vie économique, la vie quotidienne fonctionne comme elle a fonctionné pendant 2 mois d'absence de gouvernement cet été. Ça les interpelle pas plus que ça. Les étals sont fournis, ils se rendent dans les commerces pour ceux qui en ont les moyens pour préparer Noël. Et ils n'attendent pas grand-chose du père Macron, quoi, parce qu'ils savent très bien que dans sa hotte, il n'y a pas grand-chose, si ce ne sont que des augmentations d'impôts, des promesses non tenues. Il avait dit après la censure qu'on aurait un Premier ministre sous 24 heures, puis 48, puis 96. Vraiment, à mon avis,
il n'y prête plus beaucoup attention à ce président en sursis. Oui, alors parce que pour vous, c'est vraiment du sursis. Là, tout le monde parle de ce nouveau gouvernement, mais ce qu'attendent et ce vers quoi regardent les Français, c'est la fin d'Emmanuel Macron et ce sont les nouvelles présidentielles en 2027, Stéphane Ravier? Voilà, ce qu'il souhaiterait, le point sur lequel il s'interroge avec gourmandise, serait celui d'une éventuelle démission du président. C'est quelque chose qui les intéresse, parce que c'est quelque chose à laquelle ils aspirent, à laquelle ils ne croient pas tout à fait quand même, parce que connaissant le personnage, Ouais. et puis ils sont bien conscients qu'il a été élu pour 5 ans, donc il n'y a pas de raison finalement qu'il démissionne, mais ils se disent que peut-être dans l'intérêt du pays, il pourrait faire ce geste. C'est vraiment le cadeau qu'il pourrait apporter aux Français au pied du sapin le 25 décembre. S'il avait un cadeau à faire, ce serait celui-là. Mais bon, personnellement, et je n'y crois pas trop. Est-ce qu'en attendant, tant qu'on a Emmanuel Macron à la tête de l'État, vous pensez qu'on est condamné à l'instabilité politique? Ou bien est-ce qu'il y a quand même un moyen d'en sortir? Parce que là, on imagine un nouveau gouvernement, mais qui lui-même ne sera pas à l'abri d'une nouvelle motion de censure. Ah ben c'est la composition de l'Assemblée nationale qui ne change pas. Donc au moins jusqu'au mois de juin prochain, puisque Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre avant juin prochain. Alors il se serait prononcé pour une volonté de ne pas Ouais. dissoudre jusqu'à la fin du mandat, jusqu'en 2027. Mais tant qu'il y aura une Assemblée nationale sans majorité, même s'il y avait un nouveau président, à la limite, ça ne changerait pas grand-chose. Donc la seule solution, c'est-à-dire immédiate, consisterait à ce qu'il démissionne pour qu'il y ait une législative anticipée de laquelle sortirait une majorité. On n'est même pas certain que ça puisse être le cas, puisqu'il y a quand même désormais une vie politique qui repose sur trois blocs et non plus sur deux. Donc, nous sommes condamnés, oui, à une certaine instabilité. Maintenant, nous avons, j'espère, des responsables politiques, et notamment ce futur gouvernement, ce futur Premier ministre, qui doivent être conscients que, ben justement, la censure, c'est pas seulement une menace, elle peut être mise en application. Je pense que ça doit être un avertissement qui a été entendu par le futur Premier ministre et que ça devrait le pousser à être moins méprisant envers le camp national, que ça devrait le pousser à se mettre au boulot plutôt que que de recourir à cet automatisme d'augmenter les impôts sans réduire le train de vie de l'État. Voilà, ça devrait quand même les pousser à revoir leur copie, sinon ils seront aussi exposés à une nouvelle censure, ce qui commencerait quand même à faire beaucoup en quelques mois. On a l'impression que pour le moment, le but recherché par Emmanuel Macron, c'est pas forcément une révision des copies, justement. C'est plutôt de réussir à rallier un camp ou l'autre pour éviter une potentielle alliance du Rassemblement national et du Front populaire sur le sujet d'une nouvelle motion de censure. Est-ce que vous pensez qu'une fois de plus, la vie politique française va être rythmée par ces alliances contre nature? Déjà, Emmanuel Macron ne change pas. Effectivement, il ne revoit pas sa copie. La démocratie, manifestement, il s'assoit dessus, puisque il n'a pas souhaité recevoir les représentants de la France insoumise et du Rassemblement national, Oui, on va y qui venir. doit représenter une quinzaine de millions de voix, à minima. Rien que ça, quand même. Hein. Rien que ça. 15 millions de Français à part entière, ce ne sont pas des demi-Français, des demi-citoyens ou des sous-citoyens, comme il avait qualifié certains, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc, il continue à les mépriser, ce qui n'est pas de bon augure. Mais c'est une réalité, que ça lui plaise ou pas, il y a 15 millions ou 16 millions de Français qui souhaitent un changement de politique. Je préfère le changement proposé par le Rassemblement national que celui de la France insoumise, bien évidemment. Après, vous parlez d'alliance, le mot est un peu fort. Je pense pas donc les deux se rejoignent sur une motion de censure souhaitée par leurs dirigeants et surtout par leurs électeurs.
Et c'est une convergence, non pas des luttes, mais une convergence de point de vue sur la nécessité de censurer un gouvernement. Et le Rassemblement national a fait l'effort, malgré tout, quand même de voter cette censure, alors que dans le texte de LFI insultait une fois de plus le Rassemblement national. Donc, dans l'intérêt des Français, le Rassemblement national a jugé opportun et judicieux de voter cette censure. Je ne pense pas qu'il s'allie davantage ou il se retrouve davantage avec la France insoumise sur d'autres sujets. Mais voilà, ça montre en tout cas que c'est possible que la dernière fois que la motion de censure a été votée, c'était en 1962. Bon, ben là, elle a été votée, elle peut être votée à nouveau. Au nouveau gouvernement à bien prendre en compte cette réalité et que ça plaise ou pas à Emmanuel Macron de revoir sa copie. Voilà, il y a beaucoup d'argent à trouver dans la fraude sociale, dans la fraude fiscale, dans la fraude migratoire. Il y a énormément d'argent à puiser dans ces trois sources-là, plutôt que d'aller en prendre une fois de plus dans les poches des Français et des entreprises. Quand je parlais des alliances, merci de nous avoir donné cette réponse, mais je m'intéressais aussi à toute cette gauche qui risque d'être séduite par ce Emmanuel Macron qui essaye de les rallier. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, le dit, il redoute que le NFP explose et soit détruit par ce qui pourrait ressembler à un ralliement à la Macronie. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire pourrait effectivement se dissoudre après cette crise politique ? Mais pas à l'abri des socialistes qui souhaitent désormais, ou d'une gauche moins radicale, qui souhaitent se débarrasser de cet allié encombrant qu'est la France insoumise et de rejoindre le camp dit républicain. Mais bon, c'est quand même, encore une fois, hasardeux, puisque la motion de censure planera à nouveau sur ce gouvernement, au-dessus de sa tête. Alors, écoutez, si la gauche explose, personnellement, je n'y verrai pas une mauvaise nouvelle pour le pays. Si la France insoumise peut être isolée, peut-être cornérisée, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Alors, on verra si la gauche républicaine arrive à se débarrasser de cet allié encombrant. Mais au risque de participer à un gouvernement qui, lui aussi, à nouveau, mécontentera les Français. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Effectivement, ce gouvernement, on est quasiment sûr qu'il mécontentera les Français, puisque c'est partout dans la presse. Emmanuel Macron a reçu donc les ténors des partis. Vous le disiez, il a exclu le Rassemblement national et la France insoumise. Donc finalement, la majorité des Français sait d'ores et déjà qu'a priori, elle ne sera pas représentée par le nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a au moins cette qualité, cette sincérité, ce moment de vérité, que d'annoncer une fois encore, urbi et orbi, cette volonté d'exclure 15, 16, 17 millions de Français qui se sont exprimés en plus. C'est évidemment pas le camp des abstentionnistes. Là, c'est vraiment des Français qui s'expriment, qui montrent bien, qui font savoir au président ce qu'ils souhaitent. Eh bien, encore une fois, je dis cette image, il s'assoit dessus. Il n'en a absolument rien à faire. Bon, moi, je suis certain que c'était évidemment pas la bonne méthode politique ou électorale, parce que ça renforce ces Français dans leur choix. Ça les radicalise. Ça les convainc de se débarrasser, dès qu'ils le pourront, de ce président et de ce système. Alors que le président, justement, c'est quand même celui qui doit incarner au quotidien l'unité nationale, et la garantie du bon fonctionnement des institutions, la garantie de l'expression démocratique, la prise en compte de la volonté des Français. Et il fait exactement le contraire depuis le 2017 d'ailleurs. Mais là, on atteint quand même des sommets. C'est quand même de plus en plus insultant de la part d'un président à bout de souffle.
Le grand favori au poste de Premier ministre pour le moment, c'est François Bayrou. Alors, il a déjà été ministre de l'Éducation, ministre de la Justice. Quand on voit l'état justement de la justice et de l'éducation en France, on s'imagine qu'il a quand même participé à cette chute et ça n'annonce rien de bon. Mais bon, quel est votre avis sur le personnage, Stéphane Ravier? Là, c'est sorti des glaces, quoi. C'est vraiment Hibernatus. C'est vraiment emblématique d'une cette classe politique et de son fonctionnement et de ses représentants dont les Français ne veulent plus. Bayrou, il est là depuis toujours. C'est un coup Sarkozy, puis après Hollande, puis maintenant Macron. C'est ce ventre mou là de la politique française, ce centre, cet extrême centre qui prend la vie politique française en otage. Et il est vraiment le garant de l'immobilisme, l'incarnation de l'immobilisme et de la conservation de ce système archaïque, politique dont les Français ne veulent plus. C'est vraiment la bouée percée de sauvetage de Macron. Lui, il avait été ministre de la Justice, Bayrou, éphémère, parce que je crois qu'il avait eu quelques soucis justement avec la justice. Et bien, il n'a pas pu y rester longtemps. Enfin, on voit effectivement le résultat de son travail à l'éducation dite nationale, qui n'a plus grand-chose de national d'ailleurs. Alors voilà, c'est la garantie de la continuité. Voilà, c'est pour tenir, essayer de tenir jusqu'en 2027. Pas grand-chose à attendre de lui. En même temps, Emmanuel Macron explique, je reprends même ses éléments de langage, en même temps. Oui, toujours en même temps. Oui. Emmanuel Macron explique qu'il doit travailler justement sur ce terrain du compromis, que c'est même pour ça d'ailleurs qu'il a exclu LFI et le Rassemblement national de ses concertations hier. Il a quand même, il me semble, appelé Jordan Bardella. Mais bon, voilà, il veut travailler sur ce terrain du compromis. Est-ce que, dans cette optique-là, effectivement, ce n'est pas la seule solution d'aller piocher un candidat dans ce ventre mou de la politique, quelqu'un qui pourrait irriter tout le monde sans non plus braquer parfaitement les deux opposés? Alors, il doit essayer de contenter tout le monde en excluant la majorité. Ça part mal quand même. C'est assez bancal. Quand vous excluez la majorité, vous ne pouvez que mécontenter la majorité. Alors, oui, on va chercher le plus petit dénominateur ou rassembleur commun de la minorité. Alors, ce qu'il y a, c'est que Bayrou, il est quand même plutôt sur la forme. Il est rond, c'est un centriste. Il pourrait au moins mettre la forme mieux que ses prédécesseurs. Mais enfin, sur le fond, ça restera la même chose. Ça restera un européiste, un immigrationniste, quelqu'un qui niera le poids de l'immigration dans l'insécurité que subissent les Français, son coût financier, identitaire. C'est un européiste convaincu. Je crois que ses représentants sur le Mercosur, par exemple, ne sont pas de farouches opposants, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il va composer avec les représentants de la minorité. Ouais. Ça ne peut pas tenir très longtemps non plus. Cette motion de censure, elle a révélé une fois de plus la fracture énorme qu'il y a à droite également, notamment chez les Républicains. Stéphane Ravier, est-ce que vous pensez que pour peser définitivement dans la vie politique française et pouvoir l'orienter dans l'intérêt des Français, il faudrait que ce fameux camp national réussisse à faire ce que la gauche a réussi, à savoir une grande alliance et aller rechercher justement ces républicains qui n'ont toujours pas rallié cette cause, les républicains les plus tièdes ou les plus frileux, au prix, encore une fois, probablement de compromis ou d'une dédiabolisation qui n'en finit plus. Depuis le départ d'Éric Ciotti de la tête des Républicains avec ses troupes, il ne reste plus dans ce mouvement
que la fausse droite, enfin, vraiment des personnalités ou de célèbres inconnus qui pourraient très bien rejoindre François Bayrou et la Macronie. Ils sont d'ailleurs en train de négocier. Donc on peut plus qualifier ces gens-là de droite, ou alors lorsqu'ils le sont dans son fort intérieur, ils n'ont pas le courage de l'exprimer. Moi, j'en côtoie certains au Sénat qui, au bar des sénateurs, avant toute consommation d'alcool, ou disons dans les couloirs du Sénat, dans la grande salle de conférence, quand vous discutez avec eux, ils sont d'accord avec nous. Et il y a ce fameux mais. Ah, mais tu comprends, je peux pas, je sais pas pourquoi ils peuvent pas. Enfin, je sais très bien, mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage parce que l'intérêt du pays s'arrête à leur intérêt personnel. Ils ont besoin d'être reconduits aux prochaines investies, aux prochaines sénatoriales ou aux prochaines élections, peu importe. Et ils sont le doigt sur la couture devant les, ils appliquent la ligne d'un mouvement qui n'est plus de droite. C'est clair, je veux dire, Pécresse, Xavier Bertrand et tout cet orchestre, il n'y a plus rien à attendre d'eux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même chez LR des individualités qui pourraient très bien encore participer à cette grande coalition des droites, des patriotes, appelez ça comme vous voulez. Mais ils n'ont pas encore trouvé le courage nécessaire pour le faire, de manière à bien clarifier la situation. Ce qui reste de LR, ça pourrait très bien adhérer à l'Union centriste ou à Renaissance. Ça n'a plus rien de droite, mais plus rien. Probablement que les Français perçoivent la chose de la même façon d'ailleurs. Stéphane Ravier, donc on avait une délégation de journalistes ligne droite qui s'est rendue à Marseille ce week-end. C'était l'occasion de vous rencontrer, mais également de donner la parole à Monsieur Alizio, que vous connaissez bien. Ce dernier a exprimé son ouverture à travailler avec vous dans les années à venir. Tout ça s'inscrit justement dans cette grande logique de ralliement des personnalités de la vraie droite, comme vous dites. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez étudier, vous? Non seulement je pourrais l'étudier, mais je le propose depuis déjà presque plus de 2 longues années. Étant à Marseille, je vois bien, comme d'autres, comme Franck, que l'union des gauches a pu, contre toute attente, je dirais, et en raison de la division des droites. En 2020, les gauches ont pu remporter la ville de Marseille alors qu'elles étaient minoritaires. Eh bien, moi je dis qu'il faut en tirer les enseignements. Et quoi que l'on ait pu se dire entre les uns et les autres il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est l'intérêt supérieur de Marseille et des Marseillais qui doit primer, et qu'à partir de là, puisque nous sommes d'accord sur le constat et nous sommes d'accord à quelques nuances près sur les propositions à apporter à Marseille, puisque moi j'ai travaillé avec Franck de 2015 à 2022, et nous avons été sur les mêmes listes municipales que j'avais eu l'honneur de conduire. Bon, donc je pense que son programme et le mien ne doivent pas avoir beaucoup de différence en réalité. C'est peut-être que sur la forme, sur la façon de s'exprimer, mais c'est complémentaire. Voilà, ça peut être tout à fait complémentaire. Et à partir de là, je dirais, fort de mon expérience, de la sienne, qui sont elles aussi complémentaires, on devrait pouvoir. Et puis les ciotistes, il y a un député ciotiste à Marseille, il y a deux députés RN. Donc vous voyez, il y a une volonté des Marseillais, 3 députés sur 7 que compte la ville. Il y a une volonté des Marseillais de rupture, de tourner la page de la gauche, parce que une nouvelle page en 2026 de la gauche, ce serait celle de la gauche flanquée de l'extrême gauche. Nous aurions, en cette image, mais je pense que ça pourrait être une terrible réalité, pour illustrer la politique qu'ils mettraient en place, ou que les gauches mettraient en place, c'est au fronton de la mairie, le drapeau marseillais, peut-être encore le drapeau français, assurément le drapeau du Hezbollah, du Hamas, peut-être même le drapeau algérien, puisque le maire de Marseille est tout à fait heureux d'annoncer de rappeler que Marseille est la plus grande ville algérienne de France. Bon, peut-être on aurait les tapis rouges pour recevoir
les émissaires du Hamas. Je crois que M. Delogu de LFI se ferait un plaisir de les accueillir chaleureusement. C'est ça qui nous pend au nez. Donc voilà, dans l'intérêt, pour éviter le pire à Marseille et surtout pour proposer le meilleur, je dis à Franck et aux autres qu'il est plus que urgent d'envoyer ce signal aux Marseillais que l'union des droites peut se faire et transformer positivement cette ville. Bon, écoutez, on espère que la bonne volonté dont vous semblez faire preuve l'un et l'autre pourra aboutir effectivement à un travail commun. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous retrouve très bientôt. Bon courage pour tout ce travail qui vous reste malgré cette vie politique à l'arrêt.